Le 21 août 1995, un bimoteur de 30 places de la compagnie américaine Atlantic Southeast Airlines se retrouve en l'espace d'une seconde dans une situation extrêmement périlleuse. En plein vol, une explosion détruit un des deux moteurs et endommage considérablement l'aile gauche. Surtout, baissez-vous et gardez bien la tête baissée. Durant les 7 minutes suivantes, l'équipage va se battre contre la pesanteur et contre la mort. Accroche-toi! Voici l'histoire du vol ASA 529. Ce matin-là, il pleut sur Atlanta, la capitale de la Géorgie. Et le jour n'est pas encore levé lorsqu'après une courte nuit, l'équipage du commandant Ganaway quitte son hôtel. Dans les petites compagnies, les navigants ont la vie rude. Les journées sont longues et les salaires peu élevés. Mais c'est un métier de passion et pour voler, ils sont prêts à bien des sacrifices. Aujourd'hui, ils doivent assurer plusieurs vols régionaux au départ d'Atlanta, un des plus grands aéroports du pays. Leur compagnie dessert les villes du sud-est américain avec une flotte de 83 Brasilia, des biturbopropulseurs du constructeur brésilien Embraer. Ce sont des machines performantes, conçues pour le trafic régional et capables d'emporter 30 passagers à plus de 500 km/h. La journée est déjà bien entamée lorsque le commandant Ganaway s'apprête à décoller pour un deuxième aller-retour. Vérification décollage. Cette fois, la destination est Gulfport, dans le Mississippi. Aux côtés du commandant Ed Ganaway, le copilote Matt Wamerdam. Les deux hommes préparent leur avion alors que les passagers sont en train de s'installer en cabine. Bonjour. Pour les accueillir, une seule hôtesse, Robin Feck. Bonjour. Elle travaille pour Atlantic Southeast Airlines depuis 2 ans et connaît bien la cabine de l'avion. Merci beaucoup. Une toute petite cabine longue de 9,50 m. Tout va bien? Oui, merci. Ok. Les passagers sont pour la plupart des habitués. Parmi eux, on compte 6 ingénieurs, 2 shérifs adjoints, un pasteur et même 2 postulantes au métier d'hôtesse de l'air. Puissance affichée. Avec une demi-heure de retard, le vol ASA 529 se prépare à décoller pour un vol de routine. Tous les paramètres sont dans le vert. Matin actif. Le commandant Ganaway est issu d'une famille de pilotes et travaille chez ASA depuis 7 ans. C'est noté. DR. C'est un commandant de bord expérimenté et confirmé. Train rentré. Train rentré. ASA 529, contactez le départ Cap 060. Au revoir. 060 affiché. Les deux hommes, durant les 5 derniers mois, ont souvent volé ensemble et connaissent bien leur avion, un des plus résistants dans cette classe d'appareils. Je crois que tout pilote serait d'accord pour dire qu'il aime et déteste le Brasilia. À cette époque, c'était le turbopropulseur le plus rapide et le plus efficace dans sa catégorie, mais il était délicat à manœuvrer. En revanche, il pouvait vous transporter n'importe où. Cet avion était bâti comme un char d'assaut. Salut Robin. Salut. Il y a quelques turbulences, mais ça va très vite se calmer. Je dois attendre quelques minutes avant de me détacher? Eh oui, madame. D'accord, je te remercie. À votre service. Le Brasilia laisse derrière lui la banlieue d'Atlanta pour s'éloigner vers le sud-est. À bord, tout est calme. La météo est bonne et le vol ne présente aucune difficulté. David McCorkell est ingénieur dans une société informatique. Il voyage beaucoup et aujourd'hui il se rend à une importante réunion. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord. Bord du vol 529 de la compagnie Atlantic Southeast à destination de Gulfport, Mississippi. Notre altitude sera de 30 000 pieds. Le commandant a éteint les signaux lumineux, attachez vos ceintures, mais nous vous conseillons, si vous restez assis, de conserver vos ceintures attachées en cas de turbulence pendant le trajet. Chuck Pfisterer, lui aussi, est en voyage d'affaires. Mais il n'aime pas ça. L'avion lui fait peur et il est anxieux dès le décollage. ASA 529, montez et maintenez le niveau de vol à 200. 200 ASA 529.
L'équipage a enclenché le pilotage automatique et le Brasilia poursuit sa montée vers son altitude de croisière, à 24 000 pieds. « 24. » Une altitude que l'avion n'atteindra jamais. Ça a fait un bruit terrible. Comme si quelqu'un avait tapé de toutes ses forces sur une poubelle métallique avec une batte de baseball. Un énorme bruit de collision. Et l'avion s'est immédiatement incliné sur la gauche. J'ai entendu une forte explosion qui m'a réveillé en sursaut. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai jeté un œil autour de moi et j'ai vu tout le monde regarder par les hublots du côté gauche de l'avion. Ce que je voyais était terrifiant. Le fuselage du moteur avait été littéralement arraché par la force du choc. Je pouvais même voir les composants du moteur et le carburant et l'huile qui s'échappaient sur l'arrière de l'aile. Dans le poste, toutes les alarmes sont allumées. Les pilotes ignorent ce qui est arrivé, mais a priori, leur moteur gauche ne fonctionne plus. Le commandant reprend les commandes en manuel et essaie de redresser l'avion qui s'est engagé dans une dangereuse descente à 5500 pieds minutes, l'équivalent d'un immeuble de 9 étages à chaque seconde. Le carburant qui s'échappe du moteur gauche s'introduit dans le système d'air conditionné et commence à générer de la fumée dans la cabine et dans le poste. Extinction air conditionné. On réduit tout sur le gauche. On réduit tout sur le gauche. Maintenant. Les instruments indiquent que le moteur gauche ne fonctionne plus et le commandant suit la procédure prévue. En cas de panne moteur, il faut mettre l'hélice en drapeau. Hélice en drapeau. Hélice en drapeau. Maintenant. Ça y est. Donc, lorsqu'un moteur tombe en panne, et si on laisse la pale dans cette position, ce qui se faisait bien au début du siècle avec les premiers avions, il y a une telle traînée qu'on ne peut plus contrôler l'avion. Il faut à tout prix la mettre, ce qu'on appelle en drapeau. En drapeau, pourquoi? C'est comme un drapeau. C'est-à-dire que le drapeau s'oriente dans le vent. Eh bien, on oriente l'hélice dans le vent pour offrir le moins de traction possible et contrôler l'avion. Mais la mise en drapeau ne sert à rien. Et cette fois, c'est l'alarme incendie qui se déclenche. Alimentation carburant coupée. Pire, les pilotes ont beau braquer à fond les gouvernes à droite, ils arrivent à peine à compenser la tendance de l'avion à partir vers la gauche. J'ai besoin d'aide là. J'ai vraiment besoin d'aide. Ils sont à la limite de la perte de contrôle. S'ils laissent l'appareil s'embarquer sur la gauche, ils risquent purement et simplement de partir dans une vrille mortelle. À cet instant, l'équipage ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Les pilotes croient encore à une simple panne moteur. Cramponnés aux gouvernes, les yeux rivés sur le tableau de bord, ils ne pensent pas à regarder au dehors. Et ils ne voient pas leur aile gauche, déchiquetée par l'explosion du moteur, avec l'hélice carrément encastrée dans la tôle. L'hélice est en drapeau. Je t'assure. On continue à entendre ce message. J'en sais rien. En cabine, les passagers luttent contre la peur. À travers les hublots, ils ont vu l'explosion et savent que l'avion n'a plus qu'un seul moteur. Cet avion est conçu pour pouvoir voler sur un seul moteur. Un bimoteur est prévu pour voler sur un seul moteur, à condition qu'on mette l'hélice en drapeau et à condition qu'on n'ait pas trop de traînée. Dans le cas précis, le moteur s'est détaché, il offrait une résistance perpendiculaire. Non seulement ils ont perdu le contrôle du moteur et la mise en drapeau, mais en plus ils offraient une traînée telle qu'ils ne pouvaient pas la compenser avec le seul gouvernail à l'arrière. Je dois tous les fermer. Monsieur, vous n'avez pas besoin de regarder ça. Je lui ai dit, allez vous faire voir. Si je veux regarder dehors, je le ferai, parce que je vis mes derniers instants. Ah, c'est normal, il y a plus de turbulences avec un seul moteur. Dites-moi, on va s'en sortir. Mais bien évidemment, voyons, monsieur. Comment on peut voler comme ça? Je vous le répète, monsieur, cet avion est capable de voler ainsi.
va tous mourir, je vous le dis. Ce n'est pas la conversation entre nous qui importait, mais plutôt ce qui passait à travers nos regards. Je crois qu'elle savait que je savais que nous avions affaire à un énorme problème et que cela n'allait sans doute pas finir autrement qu'en tragédie. Depuis plusieurs longues minutes, les pilotes se battent pour contrôler la situation. L'avion perd toujours de l'altitude, mais un peu moins rapidement. On ferait mieux de mettre nos casques. Je vais lâcher les commandes. Prépare-toi à les reprendre. Le commandant, lui, n'arrive toujours pas à comprendre. Il a déjà piloté les Brasilia sur un seul moteur, mais n'a jamais rencontré de telles difficultés. Contrôle Atlanta. Ici ASA 529, déclarant une urgence. Nous avons une panne moteur. Nous sommes actuellement à 14 000 pieds. ASA 529 reçu, tournez à gauche vers Atlanta. Prudemment, l'avion entame un virage sur la gauche pour revenir à son point de départ. Mais l'altitude ne cesse de diminuer et Atlanta paraît bien loin, à plus de 80 km. Pour retrouver un peu de calme, le copilote coupe les alarmes sonores. Mais le commandant Ganaway a beau jouer sur les commandes, l'inclinaison et la puissance de l'unique moteur, il n'arrive pas à maintenir l'avion en palier. Il perd toujours de l'altitude. ASA 529, indiquez-nous votre altitude. Nous sommes actuellement à 11 600 pieds, ASA 529. Ok, l'appareil devient un peu plus contrôlable. Le moteur, surveillons notre vitesse. Pour la première fois depuis l'explosion, les pilotes ont quelques secondes pour se préoccuper des passagers. Je l'ai trimé complètement à droite, ça a l'air de tenir. Je vais expliquer à Robin ce qui se passe. J'écoute. Ok, Robin. Un moteur a lâché. On s'est déclaré en situation d'urgence. Retournons sur Atlanta. Informe les passagers. Ça va être un atterrissage d'urgence. D'accord, merci. Robin ne dit rien de l'hélice encastrée dans l'aile, persuadé que les pilotes connaissent la situation. ASA 529, est-ce que vous pouvez maintenir votre altitude plutôt que de descendre? L'avion poursuit sa descente à 3000 pieds minutes. Le commandant comprend qu'il n'atteindra jamais Atlanta. Ok, nous sommes forcés de descendre. Demande-leur vite un aéroport. Ok, nous sommes obligés de Continuez à descendre. On aurait besoin d'un aéroport. alerter les secours et les pompiers aussi. ASA 529. Aéroport le plus proche. Celui de West Georgia qui se trouve à 10 heures et à environ 16 km. Troublé par l'incident et concentré sur son écran, le contrôleur aérien commet une faute. Il oublie de prévenir les secours. Le Brasilia entame un nouveau virage sur la gauche pour prendre la direction de l'aéroport régional de West Georgia. Sur la checklist, pas de moteur, tu veux? Ouais. Évidemment, il n'existe aucune checklist pour un moteur explosé et une hélice encastrée. ASA 529, indiquez votre cap. Virons au 310 actuellement. ASA 529 reçu, vous devez être à 030 pour le terrain de West Georgia. Reçu, nous allons tourner à droite, mais Nous avons du mal à garder le contrôle. Prenez tous la position d'urgence. Vous aussi, monsieur. En cabine, l'hôtesse commence à préparer les passagers pour un atterrissage d'urgence. Madame, acceptez-vous la responsabilité de l'ouverture de cette issue à l'arrêt de l'avion? Oh non, non, ce n'est pas grave. Vous, venez. Démarrer l'unité de puissance auxiliaire. Tu veux que j'essaye? Non, laisse tomber, ça ne sert à rien. Il faut qu'on se pose. Déclenche la procédure d'atterrissage. ASA 529, donnez-moi votre altitude actuelle. Moins de 7000, ASA 529. On n'a pas besoin de ça. ASA 529, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. nous sommes maintenant à 6.9. ASA 529. Ok, ça a l'air de marcher. Génial, continue. ASA 529. West Georgia est l'aéroport le plus proche. Quel type de piste ils ont? Quel type de Piste y a-t-il à West Georgia? Celle que je vais vous donner fait 1500 mètres. Et elle est en asphalte. Très bien. Maintenant, vous allez retirer stylo et tout autre objet pointu de vos poches. Ôtez vos lunettes.